Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans ce 28e épisode de Sensoscopie. Nous partons d'une photo, celle d'un enfant sur la plage de Juan-les-Pins, et qui, des décennies plus tard, deviendra meilleur sommelier de France, d'Europe et 5e au championnat du monde. Mais derrière les médailles, il y a une quête bien plus intime, celle d'un homme qui a appris à se reconnecter à son corps, à ses émotions et à transformer sa colère en art. Franck Thomas est là pour nous parler de ce chemin. Comment le théâtre, l'Inde, le Japon, la calligraphie et l'écoute du vin l'ont aidé à lever les verrous émotionnels, à incarner sa sensibilité et à faire de l'intuition un véritable langage. Comment la passion peut naître de nos blessures. À quoi servent les figures paternelles et si la réussite n'est pas avant tout une question de présence à soi. Franck, je te laisse prendre la parole. Je suis Franck Thomas, j'ai 53 ans. Je suis comment je pourrais me définir, un passionné de la vie. Je pense que un des traits de caractère qui me qualifie le plus, c'est en fait j'essaye d'être en vie. Voilà. J'essaye d'être en vie moi-même et d'avoir envie. Oui, ça fait beaucoup de jeux de mots, mais je vois ce que tu veux dire. C'est te sentir vivant. Ouais. Donc ouais. animé. Ouais, animé, mais à la fois intérieurement et extérieurement. Je dirais que voilà, j'ai envie d'abord de parler de qui je suis, plutôt de dire qu'est-ce que je fais. C'est aussi un choix. Juste pour donner un exemple concret, nous, quand on recrute quelqu'un au sein de l'école, on s'intéresse d'abord aux soft skills, on s'intéresse à qui elle est, avant de savoir ses compétences. Parce que les compétences, on peut les acquérir. Les soft skills, c'est voilà, l'intérieur, ça change, on évolue, hein, bien sûr. Mais c'est important de savoir quelle est l'énergie, quelle est l'intention, quelle est la pureté de cœur de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et tout au long de ces années, je pense que le vin, Le vin, parce que tu n'en as pas parlé jusqu'à présent. Je vais en parler du vin. Tout d'un coup, le vin apparaît dans la conversation parce que... Mais le vin, c'est quelque chose qui me définit, bien sûr, évidemment. La relation que j'entretiens avec lui, dans tous les plans. Et il m'a beaucoup enfermé dans les premières années de ma vie professionnelle et personnelle, parce que moi je suis quelqu'un... D'ailleurs, c'est assez intéressant. La société s'appelle Franck Thomas, l'école s'appelle Franck Thomas Formation et je m'appelle Franck Thomas, donc elle porte mon nom. C'est ta signature. C'est ma signature, mais il m'a fallu du temps, je pense avoir bien fait le chemin aujourd'hui, de séparer Franck Thomas Formation et Franck Thomas en tant que personne. Tu vois, les deux étaient très liés en fait. Elles sont toujours très liées, mais dans l'énergie, dans la posture, voilà, j'ai fait un travail de séparation parce que dans quelques années, je passerai la main. Et ce travail, c'est important de le faire parce que si on veut que le message perdure, il ne faut pas que ce soit un message qui soit que de moi, il faut aussi que ce soit partagé. Oui, un peu comme un grand couturier. Ouais, tu transmets quand même une signature. Ouais, enfin, déjà, j'aurais pas la prétention de me comparer à un grand couturier. Ah bon? Bah, t'as une façon de travailler. Oui, j'ai une façon de travailler qui est la mienne, mais en fait, tu sais, la façon dont mon nom, il est important dans la matière parce qu'il légitime les choses. Mais que, à la limite, on me cite ou on me cite pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le vin, il soit au centre et que le vin,
il fasse ce qu'il a à faire dans la vie des personnes. Oui, Ça, mais on va en parler. encore, oui, et je comprends, on Mais si reviendra tu veux, dessus. Mais enfin, pour moi, la façon dont je te perçois, c'est que tu travailles l'ouverture et la réceptivité de Oui. celui qui va rentrer Oui, à la rencontre du vin. mais je vais te reformuler ça pour que tu comprennes mieux. Il n'y a aucun intérêt à être Franck Thomas ou à copier Franck Thomas. L'intérêt, c'est qu'il soit eux. Non, mais je Tu vois parlais ce que pas je veux de dire? Franck Thomas, je parlais peut-être, quand je faisais le parallèle avec un grand couturier, ou par exemple, quand bien même tu vas pas être Yves Saint Laurent, mais il y a une griffe, il y a une patte, il y a une manière de monter Oui, une tout à manche, il y a fait. une manière de, tu Mais vois, ce qui est important, c'est comment ils le font. Tu vois. c'est la manière que tu as de transmettre une façon d'écouter le vin. Ouais, de ressentir. Ouais. Tu vois, de ressentir. C'est pour ça que, voilà, donc pour moi, pourquoi je faisais un parallèle avec un couturier, c'est la façon de ressentir le corps, les Oui, le volumes, mouvement, tout ça, ouais. voilà. Et que tu as quand même des styles. Et que même si c'est pas Yves Saint Laurent qui va faire cette robe, la patte est restée. Je comprends. Et donc je pense que ta patte te survivra. J'espère. En tout cas, c'est peut-être une intention. Avant qu'on arrive à ta mort, puisqu'on a démarré par la mort, moi je t'ai demandé d'amener une photo de toi. Si on parle de mort, il y aura sûrement une résurrection. Donc ça va. Il y en a déjà une, regarde. En tout cas, on a un petit garçon sur la table, là en photo, qui est absolument charmant. Donc, comment tu as choisi cette photo? Eh ben, écoute, cette photo, tu m'as demandé de prendre une photo de mon enfance. Et moi, je travaille beaucoup. Je me dis toujours que le hasard n'existe pas. Il y a toujours des choses, il y a toujours une raison. Quand il se passe quelque chose, il y a toujours une raison. Des fois, on comprend ou qu'on ne comprend pas. Et finalement, c'est pas très important de la comprendre. Et donc, j'ai une boîte où j'ai plein de photos de famille. Donc, il y a une partie de la boîte dans laquelle j'ai des photos de moi. Parce que j'ai un lien spécial avec les photos, je t'expliquerai pourquoi après. Donc, du coup, j'ai mis la main dans le truc, j'ai fermé les yeux, j'ai posé l'intention, je dis voilà, fais-moi trouver une photo qui soit intéressante, qui ait quelque chose à raconter, qui sera un bon support. Donc là, j'ai pris le truc et c'est cette photo qui est sortie. Ouais. Alors, quand tu la regardes, cette photo, quand tu le regardes dans les yeux, ce petit Franck Thomas, parce qu'il s'appelait déjà Franck Thomas, on est d'accord? A priori, oui. C'est ton nom d'origine? Oui, c'est mon nom d'origine. C'est un appel contrôlé. C'est pas un nom de scène, non. Ça pourrait, hein. Ça pourrait, ouais, non, c'est mon vrai nom. Je regarde Franck Provo. Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est son vrai nom. Non, il est dans l'innocence, il est dans... Donc là, c'est une photo où je suis à la plage. Tu te souviens de cette plage? Oui, très bien. On est où? On est à Juan-les-Pins. On est à Juan? Ah ouais, donc on n'a pas fait. On est à Juan-les-Pins, on est au bord de la mer. Je suis avec ma grand-mère qui m'a élevé et voilà. Donc t'es né là? Je suis né à Antibes. Je suis né à Antibes. Je suis un pur produit local, mais ma famille est originaire de la Loire. Et mon grand-père est venu ici avec ma mère et mon oncle, et sa femme, bien sûr, ma grand-mère, en 1956. Voilà. Donc, mais bon, j'ai toute ma famille dans la... Qu'est-ce qui les avait amenés ici, t'es au courant? En fait, mon grand-père ne trouvait pas de boulot, quoi. Donc il est descendu ici parce que c'était une région qui se développait économiquement, et il est tout simplement descendu ici pour ça, quoi. D'accord. Et il faisait quoi? Il était au début, il était charpentier et charron. Il faisait les roues de charrette, tout ça, menuisier, pas ébéniste parce qu'il travaillait plutôt dans le mécanique. Et après, il est devenu poseur de revêtement de sol, peinture, il était dans le bâtiment. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça que la famille Thomas est arrivée ici, à Juan-les-Pins et Antibes. C'est ça. Et donc là, tu es sur la plage de Juan-les-Pins. Ouais. Et tu as été élevé par ta grand-mère? Ouais, j'étais élevé par ma grand-mère, par ma grand-mère et mon grand-père. Que tes parents étaient occupés? Ils étaient occupés ou ils ont fait le choix de ne pas m'élever, quoi. Ah ouais. Ils avaient beaucoup d'enfants? Non. Non, mais ils se sont dit non. En fait, mon père et ma mère ils étaient très jeunes, ils sont tombés amoureux. C'est très amoureux l'un de l'autre, de ce que j'en ai ressenti. Et ma mère est tombée enceinte une première fois, elle a avorté, donc c'était avant 1971. Hein. Donc, ah ouais, donc c'était pas évident d'avorter avant 1971. Illégal, donc elle est partie avorter à l'étranger, etc. Donc, elle est partie à l'étranger. Ouais, elle est partie en Suisse à l'époque. C'était moins risqué qu'en France. Mon père voulait pas de moi, voilà, etc. Et donc moi je suis arrivé sur un deuxième accident et automatiquement, si tu veux, mon père était un personnage quand même assez particulier. Il a fui, enfin il devait se marier, le jour du mariage est devenu mon baptême. Et ma mère est restée chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, toute seule avec toi? Voilà, moi je suis resté chez mes grands-parents et ma mère, sans mon père, aucun contact. Ok. Je me rappelle plus. Et jusqu'à 2 ans. Et à 2 ans, ma mère a fait le choix de m'abandonner
Elle est partie vivre à Paris. Alors, elle m'a pas abandonné stricto Elle t'a sensu. laissé à ses parents. Voilà. Ouais, C'était ses parents. oui, c'est ses parents. Mais elle a fait le choix quand même de vivre sa vie de femme et d'épouse et de me laisser sur le bord de carreau et de absolument pas faire le choix Enfin, moi, j'ai un fils aujourd'hui qui a 23 ans. C'est impossible pour moi de ne pas vivre avec. Enfin, j'aurais jamais pu ne pas élever mon fils, quoi. Je comprends. Donc, elle a fait ce choix-là. Ouais. Et donc, je la voyais 1 ou 2 fois dans l'année. Et donc, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, voilà. Et tes grands-parents... Ils sont décédés aujourd'hui, bien sûr. Voilà. Mais tu as quel ressenti là, tu me dis, j'étais avec ma grand-mère sur la plage. Ma grand-mère, mon grand-père était très occupé. C'est un gars très... Celui qui faisait les revêtements de sol. Ouais, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de principes, qui était très travailleur, c'est vraiment quelqu'un qui avait de belles valeurs. Mais comme beaucoup d'hommes de cette époque-là, les enfants, c'était pas voilà, de toute façon, l'enfant est une personne, ça fait peu de temps. Hein. Oui, tout à fait, voilà. Et si tu veux, là, on est dans les années 70. Voilà, on est dans le milieu ouvrier. Il est paysan à la base. Enfin, tu vois, avant d'être charron, tout ça, il était paysan, quoi. Donc, élevé d'une famille où il y a eu la guerre, donc tu vois, un rapport avec l'argent compliqué, un peu radin, mais pas radin pour être radin. Où elle a peur de manquer. Voilà, la peur de manquer, voilà, tout à fait. Donc, c'est ma grand-mère qui a joué un rôle central, tu vois, elle jouait le rôle de père, mère, grand-père, grand-mère, un peu, tu vois. Ouais, je vois bien les grand-mères, quoi. Voilà. Un peu étouffant, très étouffant. Ah ouais, t'as ressenti qu'elle était trop présente? Ouais, parce qu'elle a construit un mur autour de moi. Mais elle s'occupait que de toi, il y avait d'autres enfants? Non, que de moi. Que de toi. Que de moi. Elle t'était dévouée, quoi. Ouais, mais dévouée avec un côté... je l'ai Tu lui appartiens. Ouais, voilà. En fait, si tu veux, comme elle était tombée à l'âge de 16 ans, enceinte, elle est tombée à l'âge de 16 ans. De sa fille? Ouais, de mon oncle. Et ensuite, elle est tombée à l'âge de 16 ans enceinte de mon oncle. Et 4 ans plus tard, 7 ans plus tard de ma mère. Tu vois, elle avait donc elle avait 23 ans. Elle s'est mariée à 16 ans. Bah ouais. Donc, si tu veux, à l'époque, c'était comme ça, machin, compagnie. Et donc, si tu veux, elle avait une espèce de rancœur en elle. Alors après, elle avait plein de qualités. Hein. Il y a plein de choses qui étaient vraiment super. Mais elle avait une rancœur qu'on lui avait piqué sa vie, tu vois. Ouais, donc, elle avait une espèce de colère avec les hommes. Et un peu une colère envers une colère envers son mari, inconsciente. Mais c'était inconscient, tu vois. Je vois très bien, ouais. Voilà, après, moi, j'ai manqué de rien. Il n'y a jamais eu de truc déviant. Enfin, elle bossait ou non, elle travaillait pas. Ah ouais, elle était donc ouais. Ouais, elle bossait un peu avec mon grand-père sur les chantiers, mais tu sais, c'était une époque où la femme était à la maison, il fallait faire à bouffer, faire les trucs un peu patriarcal, quoi. Voilà. Ouais, mais du coup, elle a projeté sur toi quand même une attitude de sa vie, de réparation de sa vie finalement. Complètement, et elle m'a élevé dans le mensonge. C'est-à-dire par exemple, il y avait plein de trucs qu'il fallait pas dire. Enfin, tu vois, par exemple, elle me disait, mon père et ma mère sont comme ci, comme ça, ils t'ont abandonné. Oui, ils ont pris des décisions, mais elle avait un... Elle a dit, ils t'ont abandonné. Ouais. Ah ouais, alors qu'en fait, elle a été très très loin, choix, parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, mon père habitait Cannes, donc je le voyais une fois par semaine. Ah, tu le voyais quand même, ton père? Un peu. Ton père biologique? Ouais, je l'ai vu, ouais, je le voyais, enfin, j'ai des souvenirs, vers 5-6 ans, je l'ai vu. Et à ce moment-là, elle venait tout le temps avec moi, tu vois. Et un jour, il m'a dit, bah, écoute, je prends Franck, je vais passer la journée avec lui, on va au manège, machin, etc. Et ma grand-mère, comme elle voulait tellement me posséder, elle m'a bourré le mou tous les jours en me disant, ton père va t'enlever, ton père ci, ton père va faire ça. Et donc, automatiquement, quand je me suis retrouvé... Mais peut-être qu'elle avait peur, Marc. Non, mais c'est pas peur, non, parce que mon père, il avait pignon sur rue, il avait une boutique, machin, il n'allait pas disparaître. Tu vois, et mon père, enfin, pour l'avoir fréquenté ensuite un peu, il avait beaucoup de défauts, mais pas celui-là, tu vois. Mais elle, comme elle me voulait en fait, elle avait tellement projeté la réparation inconsciente de sa vie sur moi que j'étais son objet, quoi, tu vois. Et donc, elle me mentait tout le temps. Elle voulait que personne d'autre ait une relation avec toi. Elle voulait une relation exclusive, entre guillemets presque maritale, bien qu'il n'y ait jamais eu de sujet physique, tu vois. Oui, mais affectivement, c'est ce qu'elle projetait. En fait, c'était un peu son médicament. Elle a dit, c'est un homme, et cet homme-là, je vais le modeler à la façon dont j'ai envie qu'il soit pour moi. Bah, remarque, elle a pas mal réussi. Hein. Ouais. T'es un mec bien. Ouais, ça j'en sais rien, c'est pas moi de le dire, mais il y a eu des moments compliqués quand même. Mais enfin, qui n'a pas de moments compliqués, j'ai envie de te dire. En fait, tu t'en sors pas trop mal. Hein. Non, ça va. Non, mais ce qui est rigolo, je trouve, c'est... on va reparler peut-être de ton parcours, de sensibilité. Mais... En fait, si tu veux, de cette souffrance-là, de cet abandon de mes parents,
j'en ai tiré une force très... Enfin, aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de gagner ces concours. Si tu veux, à 18 ans, quand j'ai trouvé un truc qui me plaisait, j'avais qu'une envie inconsciente, hein, j'ai compris après, bien sûr, en travaillant sur moi, j'avais qu'une envie, c'était de foutre dans la gueule de mes parents que j'étais un mec bien, et j'ai gagné... Sans eux. Voilà, j'ai gagné ces 4 concours. Bah, c'était même pas un côté revanche. Parce que je suis pas quelqu'un qui ait de la haine et de la colère, même si j'en ai eu, je l'ai traité, mais j'avais surtout envie de leur dire, vous voyez, je suis un mec bien, je suis un mec aimable. Aimable. Je suis aimable, je suis digne d'être aimé, voilà. Waouh. Voilà. Je suis digne d'être aimé. Et donc, ça m'a... ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais si tu veux, ça a été un moteur, dingue, parce que si tu veux, moi, les concours... Quand tu parles des concours, Donc, meilleur jeune sommet de France en... T'avais quel âge? En 23 ans. En 95, et après j'ai été meilleur sommet de France, meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier d'Europe. En 2000, j'avais 28 ans, et après j'ai fait le championnat du monde dans lequel j'ai terminé 5e. C'était en 2004 et j'avais 32 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à... Le concours? Ouais. Bah, si tu veux, comme j'avais pas de père et pas de mère, et surtout, tu vois, pour un garçon, c'est important d'avoir un père. C'est une figure paternelle, une figure masculine. Et en fait, j'ai fait le lycée hôtelier. Et au lycée hôtelier, j'ai rencontré une figure paternelle qui était mon prof de l'époque, Michel Balanche, qui était un type assez extraordinaire, très bon, très jovial, très bon, très sain aussi, tu vois. Et bah, il m'a dit, enfin, tu vois, on a eu une relation tout de suite, parce que moi, j'étais hyper passionné. En fait, je cherchais quelqu'un, je cherchais une passion dans laquelle j'allais trouver un mentor qui allait jouer la figure paternelle, tu vois. C'était plus que le vin. Je pense que j'ai d'abord aimé cette personne. Je pense que je me suis attaché au vin par cette personne, tu vois. T'avais besoin de t'attacher, peut-être? Oui, complètement. Enfin, Ouais. j'avais besoin d'un ancrage, quoi, tu vois. Et je suis rentré dans ce truc-là. Je suis rentré en septembre 91. Elle était où, cette école? Au lycée hôtelier de Nice. Ah ouais, donc à côté, quoi. J'étais à côté. Et donc, je rencontre ce prof, tout ça, et il me dit ah, t'as l'air bien, t'as l'air passionné, machin. Donc, c'est une des premières personnes en dehors de ma grand-mère qui me disait que j'étais un mec bien. Donc, là, tout de suite, ah, super. Une deuxième personne sur Terre. Voilà, il me dit dans 3 mois, il y a un premier concours, machin, qui est le concours du meilleur jeune sommet de France. Voilà, bon, t'es un peu novice, mais inscris-toi, machin. Et en 3 mois, je vais bouffer le programme de l'année et je vais sortir en finale régionale, alors que ça s'est jamais vu, quoi, tu vois. En 3 mois, j'ai déployé une énergie de dingue pour réussir à passer. Ouais, le manque crée de la force. Voilà, et c'est devenu, de 1991 jusqu'à 2004, c'est devenu le centre de ma vie exclusif. Ouais. La reconnaissance. C'est ça. L'obsession. C'est ça. L'obsession, et c'est ce qui est très intéressant dans mon parcours, c'est que j'étais quelqu'un de complètement coupé de mon corps, complètement coupé de mes émotions, et j'étais beaucoup dans la technique, tu vois, dans le côté technique du vin, tu vois, l'analyse, le côté vraiment, le sensoriel, oui, on faisait du sensoriel mais très mécanique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je vais te donner un exemple, d'ailleurs c'était un peu les concours de sommelier, ils sont encore un peu comme ça, mais enfin, ils sont encore grandement comme ça pour être franc. Et même s'il y a eu un passage entre les années, tu vois, 2005-2015, où on est revenu sur quelque chose qui était plus métier pour moi, quand je dis plus métier, plus sensoriel, plus émotionnel. À cette époque-là, si tu veux, il fallait absolument que je gagne, quoi. Moi, c'était absolument vital, quoi. C'était à la vie, à la mort, quoi. Donc j'étais dans des extrêmes, enfin, j'ai travaillé 20 ans en restauration, donc je me tapais, c'était une époque où il n'y avait pas les 35 heures, je faisais 60 heures, 70 heures par semaine. Le soir, je rentrais à 1h du matin, je travaillais 1 heure, je me levais 1 heure plus tôt le matin, toutes les coupures, toutes les vacances, c'était dans les vignes, enfin, c'était un sacerdoce, quoi. C'était, à fond. J'avais une copine, mais je sais même pas si je l'ai vue 5 heures en 2 ans, quoi. Enfin, tu vois, c'était... Ouais, t'étais dans ton truc. C'est une obsession, c'est une obsession. T'as construit, ce personnage s'est construit au fur et à mesure. Si on regarde ce petit garçon dans son... Dans son essence, ouais. Ouais, dans son essence, on sent bien qu'il y a une quête. Ah mais complètement, tu regardes, le regard de toute façon il est donne-moi le bâton de pèlerin pour aller chercher la quête, voilà, tout à fait. Ça se sent. Ah complètement. Donc après, j'ai un bâton dans la main. Je pense, ouais, c'est vrai. J'ai même pas vu non plus. Je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu, c'est vrai, je l'ai pas vu. Il a sauté dans ta main. Par contre là il m'a sauté aux yeux. Ouais. Ouais. Et c'est juste une anecdote très intéressante pour illustrer le côté technique et la bascule, parce que 2000 c'est une bascule après pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Pas parce que j'ai gagné mes concours, oui, il y a une bascule parce que j'ai gagné mes concours. Il va y avoir une bascule perso très forte qui va modifier totalement
en 25 ans, enfin, qui va m'amener à autre chose, dont on va parler, la sensorialité. Donc j'ai fait, pour gagner mon premier concours, mon meilleur jeune sommet de France, j'ai fait 3 fois deuxième. Donc parce que, en fait, ça a tellement d'enjeux pour moi que si tu veux, quand j'arrive le jour de la veille de la finale, je me sabote. Je me sabote parce qu'il faut que je gagne. Donc si tu veux, inconsciemment, est-ce que je suis digne de gagner, pas gagner? Enfin, il y a tous les mécanismes, les schémas inconscients qui se mettent en place, tout ça. Et voilà, 98, je tente le championnat d'Europe. Enfin, d'abord, il faut gagner la sélection française pour représenter la France, donc je me fais sortir. Et en 2000, si tu veux, il faut que je gagne, quoi. Donc si tu veux, et tous les gens qui me coachent, qui m'accompagnent à l'époque, pas des, voilà, plutôt des copains, me disent en fait t'es triste quoi quand tu parles de gens, t'es triste, on se fait chier. Enfin, ils le disent avec plus de De douceur. rondeur. Et donc à cette époque-là, j'ai un copain cuisinier qui a dans son entourage une deuxième figure paternelle, tu vois, deuxième Michel Balanche, j'ai eu un autre prof, Georges Pertusier, qui sont deux personnes qui ont beaucoup compté pour moi. Vraiment des gars chouettes, mais si tu veux, ils sont voilà sur la fin de carrière, ils sont un peu moins in dans le mouvement. Et donc je rencontre ce chef cuisinier, il me dit écoute tiens, il y a quelqu'un qui est passionné de vin, qui habite dans ma résidence, je pense que ça peut être sympa, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui connaît rien au vin, et c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, c'est un érudit. Est-ce que tu veux le rencontrer? Donc c'est Pierre Lucas. Et ce monsieur, voilà, il parle très peu au départ, il m'écoute, machin. Il va me coacher pendant 4-5 ans, et je peux dire qu'il a quand même participé de façon active à cette victoire de 2000. Et je vais découvrir petit à petit que ça a été l'un des 5 conseillers du général de Gaulle, député de Marseille, enfin tu vois, un type qui a un passé incroyable, prof de marketing à Harvard, enfin tu vois, Tu as eu un bon ouais, numéro pour t'accompagner. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui était extrêmement pointu. Bon, il avait déjà à l'époque presque 75 ans, hein. Donc il était déjà dans un âge avancé, Le mentor transmetteur. mais il était très libre. Il avait beaucoup de temps, Il machin, n'avait rien à prouver à personne. rien à prouver, et puis il a jamais voulu être cité. Enfin, tu vois, je crois que c'est peut-être une des premières fois que je le cite d'ailleurs. Voilà, donc on va cheminer ensemble, etc. Et il va avoir une idée de génie. Et il me dit, mais c'est vrai que on se vous voyait d'ailleurs, il me dit, vous bloquez. Tu vois, c'est un grand monsieur, tu vois, le côté un peu, tu le vois quoi. Ouais, tu le vois. Même moi, si je ne vous vois plus personne maintenant, mais à l'époque, je le voyais. Donc ce monsieur institutionnel. Voilà, il a une idée, il dit, il faudrait que tu fasses du théâtre. Parce pour travailler l'expressivité, quoi. Voilà, mais on parle de ça il y a 25 ans. Hein. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même. On n'est pas dans le concours d'éloquence, quoi. Il y a déjà dans la restauration, personne n'a jamais fait. Et donc, il me dit, bah, chercher un cours de théâtre dans le coin. J'appelle le conservatoire d'Antibes, je tombe sur une Roumaine. Il me dit, écoutez, moi, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, je peux pas le champ. Il me dit, par contre, j'ai une jeune élève là qui se lance, Corinne Rivière. Écoutez, appelez-la, elle est très sympa, vous verrez, peut-être faire quelque chose pour vous. Moi, je vois pas trop. Donc, j'appelle Corinne. Donc, elle travaille avec nous encore aujourd'hui. Hein, tu vois. On a fait un chemin incroyable ensemble. Et donc j'appelle Corinne, je tombe sur elle. Corinne, elle part à la retraite, mais elle devait avoir 30 ans, enfin, elle devait avoir 35 ans à l'époque. Et elle me dit, voilà, je lui raconte mon truc. Elle me dit, bah écoutez, moi j'y connais rien au vin, je connais pas les concours de sommelier, je vois pas ce que je peux faire pour vous, quoi. Alors j'insiste, elle me dit, ouais, mais quand même c'est important, j'aimerais vous rencontrer. Bon, écoutez, prenez un cours, venez avec votre attirail de sommelier, là, votre costume, prenez du vin et montrez-moi qu'est-ce qui se passe pendant un concours de sommelier. Ça marche comment? Voilà. Bah, je lui dis un des trucs importants, c'est la dégustation. Donc bah, elle me dit servez-nous un canon, à l'époque servez-nous un verre de vin. Donc je prends mon verre de vin et puis je commence ma dégustation technique. Voilà, le vin présente une robe rouge, machin, machin. Et au bout de 40 secondes, elle m'arrête, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit je peux vous poser une question? Bah, je lui dis oui, bien sûr. Elle me dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de décéder dans votre famille? Je dis pardon. Elle me dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans votre famille là, récemment? Bah, je lui dis non. Il me dit parce que là, avec votre tenue et la façon dont vous parlez, vous pouvez aller travailler chez Rock Éclair ou chez Roblot pour la mise en bière. Vous êtes parfait. Un peu une tristesse. Ouais, et puis j'étais bloqué émotionnellement. Là, j'ai fait 150 heures de cours de théâtre avec Corinne pour préparer mon concours. Ça a été déjà un premier. C'est une sorte de thérapie, hein, le théâtre. Et si tu veux, mais voilà, c'est devenu une amie très proche, Corinne. On a cheminé ensemble et on a écrit une méthode aujourd'hui qui s'appelle la vente émotionnelle, qui est un des outils qu'on utilise dans l'école. Donc tous les élèves chez nous en formation longue, sommelier caviste, ils ont des cours de théâtre
Donc Corinne en fait encore un peu, maintenant elle a formé d'autres personnes puisqu'elle est bientôt sur la fin de sa carrière. Mais voilà, donc c'est un des marqueurs très importants de révéler. Et je me souviens d'un cours de théâtre où tu vois, j'avais une colère par rapport à ma grand-mère qui m'avait étouffé. Et Corinne un jour me dit, bon, bah, on va travailler un peu, on va travailler, je sens que tu as un verrou émotionnel, on va aller voir ce que c'est. Donc j'aimerais que tu te mettes en colère. Mets-toi en colère, vraiment. Donc bah, je prends genre un stylo, je casse le stylo et je lui dis, là, je suis en colère. Elle me dit, c'est impressionnant. Hein. Elle me dit, tu peux peut-être faire peur à une mouche, mais là, t'es pas en colère. Quoi. Et ça a duré 1h30. Pendant 1h30, elle m'a toasté, elle m'a poussé, quoi. Elle m'a dit, vas-y, va chercher ta colère. Enfin, tu vois, ça a été. Et au bout d'un moment, bah, j'ai éclaté. Donc j'ai traité de tous les noms de poissons pourris, de machin, de tout ce que tu veux. Je te passe les détails techniques. Mais j'avais fait sauter le verrou. Tu vois. 2001, donc je gagne mes concours. Et 2001, donc là j'ai commencé à faire un peu de yoga aussi, tu vois. Enfin, je sentais que je me rapproche de mon corps, quoi, tu vois. Et des Tu n'avais pas de perceptions. soucis de physique, de douleur Non, ou de non, choses non, comme plus ça? du tout. Non. Bon, j'étais jeune, hein, 28 ans. J'avais des sujets, j'avais un problème de concentration. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'avais un problème de concentration à l'époque. Et tu sais, un concours de sommelier, c'est 5 minutes. Et tu as une épreuve, enfin, tu as plein d'épreuves de 5 minutes, 3 minutes. Et la compréhension de la consigne, on te l'a dit une fois. Ah oui, c'est ça, Là, faut tu sais, l'intégrer. c'est comme dans une salle de restaurant. Un client te dit, je veux ça, machin. Faut Tu ne le fais l'intégrer. pas répéter, Non. il faut le faire, quoi, tu vois. Donc moi, dans le cadre du restaurant, ça va. Mais là, avec le stress du concours, avec la pression, le concours se fait tout en anglais, sur une scène avec 700 personnes, avec un micro, enfin tu vois, c'est quand même, il y a une pression, Une scénarisation voilà, il y a une aussi. scénarisation très forte, c'est tout dans une autre langue que ta langue maternelle, donc ça demande aussi une adaptation. Donc j'avais une prof d'anglais en plus là-dessus. Et donc à ce moment-là, j'avais des problèmes, tu vois, mon gros sujet, c'était d'intégrer la consigne. Donc j'ai fait un truc, je le raconte parce que c'est vraiment un truc assez. Corinne, elle a eu le génie d'inventer des exercices pour moi. Tu vois. Donc elle m'a dit, donc en fait, elle me mettait, on avait plein de protocoles, mais je vais juste en donner un pour donner l'idée de ce que ça peut être. Elle me mettait une table avec des objets hétéroclites, des gommes, des machins, tout ce que tu veux, 50 à 80 objets. Elle me leur laissait regarder la table 2 minutes. Après, je me retournais, il fallait que je trouve l'objet, qu'elle avait bougé, enlevé, ou des fois, il n'y avait rien. Juste ressenti. Dans les 30 secondes qui viennent. Donc au début, tu es comme un con face à ta table pendant 15 minutes et tu sais même pas, ton cerveau. En fait, c'est impossible d'analyser. Tu es obligé de passer dans le corps. Tu es obligé d'aller chercher quelque chose dans ton corps. Tu vois. Donc j'ai fait ce travail-là. Et après, elle m'a fait faire la même chose en racontant une histoire pour travailler la double concentration. C'est-à-dire, j'écoute la consigne et je suis aussi capable d'être dans ce qui se passe. Tu vois, s'il y a un gars qui bouge quelque chose, machin. Et après, la triple concentration, si j'ai une perturbation. C'est-à-dire que par exemple, elle me faisait faire la recherche, je racontais un truc et en même temps, elle passait l'aspirateur, on mettait la musique à fond. Et donc, moi, ça a été un travail de dingue parce que moi, je fatiguais très vite au bout de 5-10 minutes. Et comme les épreuves du concours durent 2 heures, je me suis entraîné, je me levais le matin, des fois à 5 heures, on faisait ça le soir, la nuit, en état de fatigue prolongé. Enfin, tu vois, c'est vraiment une préparation extrêmement millimétrée. Je pense que j'ai été le premier sommelier à me préparer de façon aussi précise. C'est pour ça que j'ai gagné. Enfin, en 2000, j'étais intouchable. J'étais tellement préparé que si tu veux, j'étais comme un sportif. Un coach sportif, en fait. Voilà, comme un sportif de très haut non, niveau. mais en t'écoutant, ça me fait penser vraiment les témoignages que tu as pu entendre de. Comment il s'appelait? C'était Léon Noël, le gars qui a, tu vois, et qui explique. C'est exactement la même chose. Et qui explique justement que cette dimension émotionnelle, mais même Laure Manodou, elle l'a dit, tu vois. Bien sûr. La dimension émotionnelle, c'est ce qui a fait la différence. Mais elle est fondamentale. Si tu veux, quand tu arrives à un niveau d'excellence où les 4 finalistes du concours, ils sont tous, bon, ouais, il y en a un qui est plus fort sur ci ou sur ça, ok, mais tout est lissé techniquement. La seule chose qui va faire la différence, c'est ta capacité à gérer ton stress, ta capacité à te libérer, et ta capacité à être pleinement authentique, à être pleinement toi-même pour toucher le jury en plein cœur. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ce qu'on enseigne, nous, à nos élèves. Soyez vous, quoi. Si vous voulez être vrai, il faut descendre dedans, il faut tomber le masque, il faut y aller, quoi. Et donc, il faut être en contact avec toute sa multiplicité, quoi. Tous les canaux, quoi. L'intérieur, l'extérieur, et ça passe, on en parlera tout à l'heure, on investigue beaucoup là-dessus, ça passe dans le corps, quoi. C'est d'abord dans la perception du corps. Qu'est-ce qu'ils ont ici, du coup, comme enseignement corporel? Ils ont le théâtre, ils ont la dégustation, on travaille avec plein d'outils, on travaille avec les huiles essentielles, on travaille avec des tissus. Mais eux, dans le corps, ils ont, je sais pas,
du yoga, de la méditation, des étirements, ils ont de la méditation, de la danse. Ils ont le théâtre. On a été obligé d'arrêter pour des problèmes financiers parce que l'État nous a un peu coupé les budgets, donc c'était un peu plus compliqué. Ils faisaient de la calligraphie à un moment, Ah oui, ça c'est la calligraphie japonaise. Ouais. Voilà. De la danse? Non, ils faisaient Ni pas de de mouvement, danse. Voilà. Au théâtre, on fait faire des mouvements. Au théâtre, de toute façon, il y a ça. Ils font des mouvements. Oui, Ils font des mouvements, de la respiration. Oui. Et puis, il y a des travails sur la gestuelle professionnelle. Tu vois, quand je présente une bouteille, il y a le côté, ok, il faut la présenter comme ça. À l'aise aussi Mais il y a l'élégance du geste, tu vois. Mais ça, c'est beaucoup dans le théâtre, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que le théâtre regroupe. Le théâtre regroupe toute cette Mm. sensorialité, cette capacité qu'on appelle l'expression scénique. Complètement. Voilà, dans le langage. Ouais. Oui, donc l'art de se mettre en scène et de mettre en scène le vin et la dégustation. C'est ça. Revenons à ton parcours. Et donc 2001, en janvier 2001, je reçois un mail et on me dit, c'est un gars qui travaillait en Inde, il me dit, bah voilà, on aurait une mission, vous êtes le sommelier of the year, comme on dit, on aurait une mission de 3 semaines en Inde pour former des Indiens à Delhi. Voilà, je connais pas l'Inde, j'aime bien voyager. Hop, super. Donc j'atterris en Inde. Et quand tu atterris à Bombay en 2001, quand tu pars de l'aéroport jusqu'à la porte des Indes, où était l'hôtel dans lequel je bossais, l'hôtel Taj Mahal, tu passes par un bidonville non aseptisé de 7-8 km. Et là, si tu veux, si tu as un brin d'humanité, tu pètes, quoi. Il y a une puissance. Et voilà, ça c'est un voyage qui m'a transformé. J'ai fait 17 voyages en Inde. Et au bout de tous ces voyages, j'ai compris une phrase de Gandhi que j'adore, qui dit nous sommes un pays pauvre, mais spirituellement riche. Voilà. Et l'Inde, c'est un pays qui est, voilà, si tu veux, moi je résume l'Inde à, il y a plein de trucs que j'ai vécu en Inde, mais des expériences mystiques, dans le sens mystique spirituel. Et j'ai bien envie de différencier le spirituel et la religion, parce que ce sont deux choses totalement différentes. Complètement. Bah, donne-moi ta différence. Bah, la spiritualité, c'est le monde des spirits, des esprits, hein, du visible et de l'invisible. Encore une fois, tout ça sont des concepts. C'est voilà, c'est tout ce qui a créé. Je sais pas, c'est le grand tout. Tu peux lui mettre le nom que tu veux. Et la religion, c'est un courant avec un dogme. Voilà, que tu as. Voilà. Donc moi, les religions, un peu plus de mal. Je pense qu'il y a des belles choses partout, hein, mais c'est souvent pour moi un instrument. Fait des rencontres. Sur moi, un instrument de pouvoir, souvent. Ouais. Tout à fait. Tu as fait des rencontres spirituelles en Inde ou des expériences, dans les ashrams ou des choses comme ça? Oui, après, mais ça a été, tu sais, c'est pas un truc que j'ai cherché. C'est un truc qui est venu à moi. Ouais. Mm. En fait, moi, ça se passe souvent comme ça. Hein. Mm-hmm. Je cherche pas, mais je suis quand même très ouvert. Enfin, j'étais pas très ouvert à l'époque, mais si tu veux, quand je suis arrivé à Bombay, je me suis fait décapsuler dans les règles. Donc, si tu veux, l'ouverture, elle a été. Je la cherchais pas, elle est arrivée, quoi. Parce que c'est tellement vibratoirement, il y a une telle puissance, il y a une telle émotion, et ça a commencé par le regard des enfants. Avec des enfants. En fait, j'ai compris que regarder quelqu'un avec son cœur, ça n'a rien à voir avec le regarder avec ses yeux. Et après, je suis rentré dans un temple tamoul et voilà, j'étais seul avec mon sac à dos, en short, machin. Et je sais pas comment, je sais pas pourquoi, il y a un moment, on me dit, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, hein, mais je me sens appelé à m'allonger. Et donc là, il y a de la musique, il y a des enfants qui rentre, mais tu vois, le rapport à l'enfant, hein, c'est très important. Et là, il y a une musique, une espèce de cérémonie, et je sais pas, il y a 30 ou 40 enfants qui rentrent, et toi, c'était un bled un peu paumé, ils n'avaient pas vu des blancs beaucoup, quoi, tu vois. Donc, je suis un espèce de jouet, et je sais pas pourquoi, je mets les mains sur mon cœur, je ferme les yeux, et tous les enfants viennent me toucher. Mais c'est une douche d'amour incompréhensible. Enfin, tu vois, l'humanité à l'état pur. Voilà, complètement. Là, il n'y a pas de séparation. On parle de non-dualité. Non-dualité, bien sûr. Ouais. Là, on est dedans. Mais il y a une expérience où là, tu touches ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Là, les enfants, ils ont, je sais pas, j'ai l'enfant qui avait 5, 7 ans, 8 ans. Et après, il y a une troisième expérience qui m'a beaucoup marqué. J'attendais un bus. Alors, les bus en Inde, je sais pas si tu vois la gueule. Si, je vois très bien. Voilà, il y a 50 je te places parle pas des trains. Il y a 400 personnes. Voilà, c'est un peu comme les trains. Et j'étais entre Agra et Jaipur, si je me souviens bien. Mm-hmm. Et donc j'étais tout seul, donc l'arrêt de bus, c'est un piquet avec marqué bus stop. Et j'étais tout seul en train de. Donc je parle de ça. Mon dernier voyage en Inde, c'est 2007, donc j'avais pas de portable. Hein. Donc j'avais mon guide manuel, machin. Et donc il y a un sadhu qui arrive. Tu vois ce que c'est un sadhu? Oui, très bien.
un sadhu, donc c'est un type en cuir, en slip, avec un turban. Et avec des cendres un peu dans les cheveux, Voilà, avec des locks c'est ça. qui font des énormes Excellent. coiffures. Il passe devant moi, il se tourne, il me regarde, il ne me dit pas un mot. Hein. Il me met la main sur l'épaule, et à partir de ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, du temps qui s'est passé. J'en sais rien. Il est reparti, il m'a caressé la joue comme ça. Voilà, et il est parti. On a Faille spatio-temporelle. aucun mot. Et là, voilà, donc ça c'est quand même un tournant. Enfin, là j'ai senti ce que pouvait être, avec les enfants j'ai senti ce que pouvait être l'amour, et là j'ai senti ce que pouvait être la vacuité. Si tu veux, tu es dedans, dehors. Voilà, d'ailleurs c'est compliqué, une expérience c'est compliqué à partager. Non, mais c'est une forme de transcendance en fait, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a une. Pourtant je dansais pas. Hein. Ouais, mais je comprends bien. Je vois suis très bien. Transcendance. Non, mais je suis un grand passionné de la langue des oiseaux. Donc, Oui, je vois très bien. Ce que ça m'évoque, pour l'avoir traversé aussi en Inde, ce genre de sensation, c'est ça vient aussi matérialiser un ressenti, un espace. Ouais. Tu vois, ça vient toucher dans tes cellules. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça ancre quand même quelque chose d'impalpable et d'invisible. Ah bah oui, ça c'est clair. Et donc ça donne aussi des permissions oui, pour la suite. Bah voilà, et ça te libère, enfin tu te dis, la véritable vie c'est peut-être ça. Bah, c'est-à-dire que ça vient mettre des couches et de l'épaisseur et de la saveur et du goût, comme on est quand même dans l'œnologie et cette sensibilité, cette sensation. Ça vient mettre aussi... Oui, ça vient donner de la consistance à ce qui va venir étoffer ton métier. C'est ça. Donc c'est comme un parcours initiatique un peu. Ouais, on passe du profane à l'initié. C'est ça. On est dans le domaine alchimique. Quand tu transmets à ces Indiens à Bombay, à ce moment-là, comment ça se passe ta transmission? Comment est-ce parce que tu parlais que je suis encore vachement analytique. T'es très analytique. Si tu veux, en fait, moi, je vais commencer à basculer ce que je vis dans ma vie perso, dans ma vie pro en 2010, tu vois. Comment ça vient? Après, il y a un deuxième pays qui m'a quand même beaucoup marqué, qui est au centre de ma vie aujourd'hui, c'est le Japon. Et donc, voilà, le pays me touche aussi de façon totalement différente. Il me touche par le respect, par la sobriété, par l'intériorité, mais c'est autre chose. C'est moins démonstratif que l'Inde, tu vois. C'est moins traversant, mais c'est tout aussi profond. Et il y a le harakiri. Oui. Et Kiripa. Tout à fait, c'est clair. Donc en 2007, 2008, donc voilà, après je vais beaucoup, je vais passer beaucoup de temps à Kyoto, tu vois. Donc je vais rencontrer des moines de la mouvance du Zen Soto, tu vois, où là il y a un dépouillement, enfin voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement épuré. Le Zen, voilà, c'est quand même. Le Zen Soto. Puis de la pratique méditative intense aussi. Le Zen Soto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 7 heures devant un mur. Voilà. C'est ça. Et quand tu t'assoupis, le maître arrive derrière, il te met un coup de bâton. C'est ça. Pour te avec Maître Deshimaru, voilà, mais c'est des choses. C'est ça. Voilà, donc je rentre pas là-dedans parce que ça me paraît un peu extrême pour moi au départ. Le Reiki? Le Reiki aussi? Alors Reiki, oui. Non, je pense ça parce que je pense à... Je fais un parallèle, excuse-moi. Je t'en prie. J'ai fait un raccourci d'une petite voix que j'ai entendue. Le Reiki, oui. Non, mais tu le rencontres au Japon? Je le rencontre au Japon. Et quand je reviens en France, ce que j'en vois m'intéresse pas. On est d'accord. Je sais pas pourquoi je t'ai posé cette question sur le Reiki après, pour être avec le très Japon. franc, moi, ça fait 25 ans que je pratique le Reiki. Mais tu l'avais la première fois que tu l'as pratiqué? Au Japon. C'est au Japon. Je l'ai reçu. C'est ça. Je l'ai reçu, et si tu veux, ça m'a... Mais tu as rencontré quelqu'un qui était comme ça, qui t'a transmis, et qui t'a fait... un praticien. C'est ça. Voilà. Mais au Japon d'ailleurs, dans la tradition... D'ailleurs, le Reiki, c'est intéressant de le remettre dans son histoire. Dans le Japon des années... donc on est dans l'ère de Meiji Tenno. Tenno, c'est le fils du ciel, Meiji, l'empereur Meiji. Parce qu'au Japon, l'empereur est considéré comme l'incarnation d'Amaterasu, la déesse du Japon. Dans le Shinto, c'est la voix du cœur. Shinto, Shindo, Do c'est la voix, parce que tout termine en Do, et To c'est le son haut et Do c'est le son bas. Donc il n'est pas une religion, c'est une culture, une relation aux choses dans la vie.
Et donc voilà, je rencontre cette personne, elle est praticienne. Et au Japon, par exemple, dans l'enseignement du Laiki, si on le prononce à la japonaise, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de degré, il n'y a pas toutes ces salades qu'ont créé les Occidentaux pour faire de l'argent avec et pour dévoyer le message. Donc, dans le Japon de Meiji, dans tous les villages, tu as ce qu'on appelle les lei. Donc, lei, c'est l'énergie invisible, hein, l'énergie cosmique ou l'énergie de l'univers ou l'amour, ce qu'on veut dedans. Tu vois, dans ce qu'on appelle les lei jitsuka, ce sont des guérisseurs. Comme nous, on avait nos rebouteux, nos machins. Oui. Il y en a partout. Et si tu veux, c'est culturellement au Japon, les gens le soin par les mains. Donc, il faut se rappeler qu'avant 1850 en France, soigner les gens par l'imposition des mains, il y en a de partout. Des thérapeutes, des guérisseurs, des rebouteux, des soigneurs. Bon, l'Église en a fait brûler un certain nombre. Juste au passage, Jésus, dans les Écritures, guérit en posant les mains. Même, rappeler, revenir à la source, que ce soit dans les évangiles canoniques ou dans les évangiles apocryphes. Voilà. Donc, je reçois un soin et ça me touche, tu vois. Je trouve qu'il y a une perception dans le vin. Voilà, et je me dis, tiens, je vais essayer de voir en France, machin. Et si tu veux, donc je suis un enseignement classique, machin. Mais si tu veux, c'est comme bouffer des sushis au Japon et les bouffer en France, quoi. C'est pas du tout. Après, c'est normal, c'est un sujet culturel. T'as la source et puis t'as les transmetteurs. Et moi, si tu veux, le émetteurs. Japon, j'ai un lien très particulier avec le Japon parce qu'à 15 ans, j'ai demandé à ma grand-mère de m'acheter à l'époque, c'était des coffrets que tu achetais avec des cassettes. Je voulais apprendre le japonais. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Un jour, je me suis levé un jour en me disant j'ai envie d'apprendre le japonais. Et j'irai au Japon. Et je parlerai japonais. Et donc, tu avais appris avec ces cassettes? Oui, j'ai appris un peu, mais tu sais, comme un gamin de 15 ans, ça a duré 3 semaines, puis c'était tout seul dans un coin, tu te fais chier. Je vais raconter après ce que je fais sur le Japon. Donc ça, c'est un pays qui a vraiment façonné ma vie, plus que l'Inde peut-être. L'Inde, ça a été le décapsuleur, mais le Japon, c'est le fil au long. C'est complémentaire, chaque pays a, sa porte d'entrée, j'ai envie de te dire. En tout cas, c'est deux pays, tu vois, si tu regardes derrière, il y a une calligraphie derrière. Ça, c'est une calligraphie que j'ai faite, par exemple. Moi, je pratique Tu fais de la calligraphie. Moi, je fais de la calligraphie depuis 15 ans. Donc ça, c'est Gyo, c'est l'œuvre. Voilà. Donc tu ramènes du Japon donc et d'Inde, un être un peu plus ouvert, plus en connexion avec son corps. Et je cherche quelqu'un qui peut m'aider. Donc là, je vais rencontrer une artiste calligraphe, donc Noriko Matsuzawa. Et donc, je tombe totalement... Enfin, je sens que là, c'est un chemin extrêmement direct, extrêmement pur. C'est une japonaise d'abord. Et je lui dis, est-ce que tu veux m'apprendre? Elle me dit, moi, j'enseigne rien. Ok. Elle a une sensibilité incroyable. Et donc, au bout de 2 ans, elle accepte quand même de me dire, bon, on va commencer quelque chose. Elle me dit, il y a 2 règles ici. 1, tu t'engages pour la vie. 2, tu poseras pas de questions, tu suis l'enseignant. Non, si ça te convient, tu as le droit de dire non. Par contre, quand tu dis oui, on commence. Et après, tu changeras pas. Ce sera ton chemin et ton seul chemin. Donc, tu vois, c'est très japonais. Hein. Et il n'y a pas de questions. Je fais, tu regardes, ne cherche pas à savoir ce que tu fais, fais-le. Ressemble. Donc si tu veux, voilà. Et donc je commence avec elle 2 pratiques, la pratique de la calligraphie. Donc la calligraphie, pour ceux qui, donc au Japon, ça s'appelle Shodo, la voie de l'écriture. Et au Japon, c'est pas important, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Donc tu peux faire n'importe quoi. Donc tu as des do partout au Japon, hein, c'est cadeau, c'est là comme l'ikebana. Le dojo. Le dojo c'est le lieu de la pratique. Hein. Dojo, le lieu de la pratique. Joju, c'est le lieu, l'endroit, dans sa dimension sacrée. Tu as le budo, par exemple, c'est l'arc. Le budo, c'est une pratique très intéressante. C'est un arc. Tu peux être super musclé et avoir beaucoup de force. Si tu ne fais pas corps avec l'arc, tu n'arrives pas à tirer la flèche. Impossible. Impossible. Incroyable. Enfin voilà, bon, c'est tout, etc. Et le shodo, donc la calligraphie, c'est l'énergie qui passe sur la feuille. Mais c'est pas ton énergie, c'est l'énergie originelle. Et donc quand j'ai commencé à faire, donc moi je trouvais ça beau, mais je me suis dit, ça sert à quoi, tu vois. Donc la première fois, la deuxième semaine, je lui ai posé la question, donc elle m'a regardé, elle a retourné la tête, elle a continué. Une réponse, bien sûr, c'était dans le deal de départ. Et alors après, elle m'a montré comment faire de l'encre. Donc tu commences par faire ton encre. Donc l'encrier, c'est une espèce de pierre de lave inclinée, tu mets de l'eau, tu as un bâton noir qu'on appelle un sumi, donc c'est de l'encre comme des cendres compactées, voilà.
Et on se voyait une fois par semaine. Et au début, tu fais juste de l'encre. Et elle, je la vois, elle fait son encre en 4 minutes. Moi, je mets péniblement 45 minutes ou 1h30. Et je lui dis, mais c'est le matériel. Donc elle me donne son matériel, même résultat. Moi, ça met 1 heure. Parce que je suis dans le faire, je suis pas dans l'être. Donc ça commence comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, après 15 ans de pratique, quand je suis bien présent à ce que je fais mon encre en 3 minutes. Mais ça met du temps. Hein, voilà. Et donc quand j'avais réussi au bout d'un mois, 2 mois à faire une encre, je mettais toujours 30 minutes à la faire, mais elle était déjà un peu plus consistante, etc. Donc l'encre, c'est la matérialisation de l'invisible vers le visible. Donc elle me dit, tu vas commencer par faire un trait. Voilà, donc je fais un trait, donc je fais des pages de un trait, machin. Là, après on se voyait une fois par mois. Et au bout de 2 mois, donc j'ai fait plein de traits. Et je lui montre mes traits, et je lui dis, je fais quoi maintenant? Elle me dit, tu continues. Ça a duré 1 an. À faire que des traits sur une feuille. C'est raide, hein. Parce que tu veux, le mental, là, il te dit, mais puis on a déjà fait, c'est le même truc. C'est tellement dépouillé, mais c'est en fait, tu fais le trait jusqu'à devenir le trait. C'est ça. Pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Et au bout d'1 an, j'ai dit, on fait quoi maintenant? Maintenant, tu vas faire 2 traits. Donc ça a quand même duré 4 ans. Bonjour l'humilité. Tout cet apprentissage de cette résonance et d'être à l'écoute de ton intériorité, que ce soit par ton voyage en Inde, que ce soit par le voyage au Japon, que ce soit ta rencontre avec la calligraphie. Aujourd'hui, comment ça... Ça, si tu veux, en 2009-2010, je me suis dit, mais je peux pas vivre ça à moi intérieurement et dans ma vie et pas le donner. Je peux plus enseigner le vin comme ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a une dichotomie, c'est pas possible. À partir du moment où tu te transformes, c'est normal que ça transforme ton enseignement. Tout à fait, voilà. Donc, je vais créer un groupe de recherche avec Norico qui sera avec nous, des vignerons, des artistes, des peintres, etc. Et on décide de se regrouper. Tu avais déjà l'école? J'avais l'école, mais elle n'était absolument pas dans la forme dans laquelle elle était aujourd'hui. Voilà, j'étais seul avec une personne, c'est moi qui faisais les formations. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et on fait on se réunit, on est un groupe de 30-40, c'est un groupe ouvert, tu vois, les gens qui rentrent, qui sortent, machin. Et on se dit comment on peut déguster le vin autrement, comment on peut parler du vin autrement, comment on peut comprendre, ressentir. Et donc on va faire plein d'expériences bizarres, il y en a 70% qui vont servir à rien. Et on va écrire une méthode qu'on appelle aujourd'hui l'approche intuitive, la dégustation intuitive, qui est quand même l'approche signature de l'école, que j'ai fondée avec ce groupe de recherche. On enseigne cette pratique depuis 15 ans. Donc je suis assis sur une chaise, plutôt que de déguster le vin et d'être dans la recherche, je suis dans l'accueil du vin. Je ferme les yeux, je me bande les yeux, je fais un petit lâcher prise, sophro, respiration corporelle, ce qu'on veut, une boîte à outils pour les personnes qui font... Chez nous, on ne parle pas de formateur, on parle de facilitateur. On facilite les choses, on ne forme pas. On ne veut surtout pas former pour ne pas formater les personnes. C'est dangereux de former. On aide à laisser émerger. Voilà, on fait beaucoup d'émergence. Donc on est quand même très empreint des enseignants de Maria Montessori. Moi, je suis quand même très voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. L'enseignement originel, encore une fois. Et voilà, donc on va cheminer là-dessus. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, ces expériences-là font que l'école elle est quand même teintée d'une approche du vin qui est particulière, sensorielle, à travers le côté artistique, à travers le théâtre, à travers le ressenti. Et on fait bien sûr de la technique, parce qu'on est sur un diplôme qui est reconnu par l'État. Les gens qui sortent chez nous, ils savent faire le technique, ça n'y a pas de problème. Plutôt bien. Ils connaissent l'alphabet, et après ils ont leur écriture. On développe leur oreille et on leur apprend le solfège. On doit faire c'est ça. Voilà. Et donc le développement il passe par des exercices, cette approche, comme tu dis, intuitive. Comment tu définirais l'intuition? C'est quoi l'intuition pour toi? L'intuition, on peut dire que pour moi, ça se rapproche de l'inspiration. C'est-à-dire faire le vide à l'intérieur de soi, et faire le vide, être neutre, être page blanche, pour recevoir ce qu'on a à recevoir, tu vois. Ouais. Du coup, moi, je le vois comme ça. J'entends complètement, mais du coup, ça demande quand même avoir une certaine conscience de ce qui nous a formaté. Tout à fait. Donc, mais on peut. Alors nous, on le fait dans le cadre d'un vin. En fait, le but de la dégustation intuitive, c'est de permettre aux personnes de cartographier leur intérieur en termes sensoriels et gustatifs par rapport à un vin,
et de trouver des symboles, des images, des émotions, des énergies qui vont leur parler pour reconnaître des traits de caractère d'un vin vivant. Voilà, c'est ça le D'accord. sujet. Donc ce que j'entends, c'est que quand la personne va goûter, elle va avoir entraîné, quelque part ses schémas de lecture à pas veni À pas à mentaliser. voilà, c'est ça. Mmh. Donc comment ça se passe, Posture du corps, sensoriellement? La posture du posture du corps, corps, respiration. Et après, on écrit sur une feuille les impressions. écriture spontanée, Voilà, on a même des exercices d'écriture automatique. automatique Voilà. et dans, Ça le se passe tout au long de l'année d'accord, pour progresser dans la connaissance de soi. Si tu veux, on est dans un état, les gens ils payent une formation chez nous pour devenir sommelier caviste. Et les moyens qu'on utilise ont des bénéfices collatéraux de comment je perçois le monde et comment grâce la à grille de lecture. voilà, grille de lecture, tout ça. Va. Donc ça, on en fait, mais c'est dans le cadre du vin. C'est ça. Voilà. C'est en tout cas, c'est Le pour vin, en fait, le vin, les relations qui tournent autour du vin sont l'objet d'observation. c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être meilleur dans, sa pratique C'est professionnelle ça. et donc mieux je me Après, si ça te permet de débloquer d'autres situations, tant mieux. voilà, Mais c'est pas l'objectif premier. tout à fait. Dans le recrutement, des gens que tu as en formation ici, il y a, donc et donc tu as un profil quand même de gens plutôt neuroatypiques? On a beaucoup de neuroatypiques puisque moi j'ai un trouble de l'attention, j'ai un TDAH, donc ma femme a un TDAH, mon fils a un TDAH et mon beau-fils a un TDAH aussi. Ouais. On est 4 TDAH et dans l'entreprise on est pas mal et on a une particularité, si tu veux, je pense qu'on a une grosse particularité, on a beaucoup de neuroatypiques et on a aussi beaucoup de, on a une, genre, je sais pas exactement les chiffres, mais je sais que parce que moi j'étais référent, je m'occupais des personnes en situation de handicap jusqu'il y a 2 ans, j'ai un peu moins les chiffres en tête, mais on avait voire le double, le triple de candidats en situation de handicap que d'autres écoles, quoi, de façon conventionnelle. Sinon, on est dans un groupe où il y a 7 écoles et on est l'école où on avait le taux le plus élevé. Hein. C'est clair. Comment tu expliques ça? Par l'ouverture de cœur, peut-être. Et donc tu penses que l'ouverture de cœur, est reliée à, C'est l'acceptation de la différence. c'est Moi, je ça? suis moi-même différent. Donc, si tu veux, comment je peux pas accepter les gens qui sont pas. Moi, si tu veux, Non, mais quand je dis comment tu expliques ça, c'est, neuroatypie et œnologie, cette sensibilité qui trouve une grammaire et une expressivité. c'est parce qu'on offre, par l'approche qui est la nôtre, on offre le moyen de se connecter au vin avec quelque chose de plus simple, peut-être. C'est quoi le vin pour toi? Oula. Le vin, alors pour moi, il y a 2 choses dans le vin. Il y a le jus de raisin fermenté, qui n'est pas du vin. Alors, techniquement, c'est du vin. Mais le vin, c'est le breuvage sacré millénaire qui est culturellement lié à notre histoire. Et c'est avant tout une boisson sacrée, mystique, qui va permettre à l'homme ou la femme de se relier entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. C'est très clair. Nous, on a une journée de formation qu'on appelle la symbolique du vin, où on part vraiment dans les textes anciens. On leur dit, le vin, voilà, c'est avant tout, avant d'être quelque chose que vous allez servir, vous participez à un mouvement, c'est le travail d'un homme et d'une femme pendant 1 an, c'est une connaissance alchimique des rythmes de la nature, c'est plein de choses. Voilà. Et le vin, quand il est vraiment vin, il libère la lumière de la matière pour libérer celle de l'homme, de la femme. Un peu le plan Nord, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, donc plus tu Donc vas... le vin, Oui. le vin, c'est d'abord ça. Oui, il y a un travail de façonnage. Bien sûr. La vigne, à la base, c'est une plante rampante que les moines, ou même les Égyptiens avant, si on veut être hors du dogme chrétien, ont verticalisé, on l'a fait passer. Donc en verticalisant la vigne, c'est l'homme. On verticalise l'homme. Voilà. Et c'est la plante fructifère qui va faire descendre la lumière par la photosynthèse la plus profonde dans les ténèbres, dans la terre. Ouais. Donc le symbole est énorme. Et après, ça remonte dans le raisin. Et le raisin, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase, donc on le fait mourir. Et la fermentation, ça se fait dans une cuve. Cuve, c'est caveau, c'est le lieu de la mort et de la transformation, de la transmutation, pas de la transformation. Si on va dans... Oui, donc on peut dire que tu formes quand même une conscience alchimique au travers du vin, qui permet quand même de transmettre un certain éveil de conscience quand même. Ouais, après on le fait avec le cœur, on le fait pas pour ça.
Si ça se passe, c'est bien, ça se passe pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on a envie. Mais... En tout cas, toi, Bon, c'est ce que ça t'a fait. Voilà. Toi, c'est ce que ça t'a fait. Après, moi, ça m'a fait ça. Et puis, moi, c'est quelque chose que je vis. Comment tu la vois évoluer? Aujourd'hui, on est leader sur le marché français sur la formation semi-caviste. On a 350 apprenants, 20 centres de formation. On fait aussi de la formation pro 2 jours, 6 jours. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est bien installé dans le paysage français. Et je pense qu'aujourd'hui, un des sujets économiques et en termes de vision de l'école, c'est de porter ce message-là et de se rapprocher des vignerons pour revenir à la découverte ou à la redécouverte de ce qu'est le terroir. On va proposer aux gens, déjà chez nous, les gens ils ont interdiction de boire quand ils font une formation, parce qu'on est dans un cadre pro, donc on est très très sensible à ça. Donc on va, quand un client va déguster du vin, on va essayer de l'emmener dans l'ivresse. Donc l'ivresse l'ivresse spirituelle, l'ivresse du cœur, l'ivresse des émotions. Donc l'ivresse, c'est un verre de verre, c'est pas plus. L'enthousiasme. L'enthousiasme, la libération, voilà. Et tout ça avec parcimonie, avec une histoire. Le vin, le terroir, ça se raconte. C'est une histoire humaine, c'est une histoire d'émotion, c'est le boulot de quelqu'un qui est dans sa terre depuis des années. Et le sommelier, son boulot de sommelier ou le caviste, c'est de passer ça, tu vois, avec le passer et pas être dans le... Encore une fois, il est passeur. C'est pas lui qui fait l'histoire. Il raconte l'histoire. C'est ça qu'on essaye de transmettre. Et on essaye humblement, sans être perché, de se dire si on peut contribuer à sauver ce pan de notre culture. Aujourd'hui, on est dans un discours qui est extrêmement moralisateur en France sur la consommation du vin. Alors bien sûr qu'il faut... l'alcool, sur l'alcoolisme, c'est le côté ténébreux et dark side du vin, comme dans tous les alcools, il y est, bien sûr, ça c'est indéniable, et il faut éduquer les gens sur ça. Alors je dirais pas éduquer, il faut élever les gens. Encore une fois, on éduque ou on élève un enfant, c'est deux choses totalement différentes. Voilà, non mais voilà, redonnez, ouvrez des bouteilles, dégustez-les, partagez-les. Sentez-les. Sentez-les, ressentez le vin, pas qu'avec votre bouche ou votre nez, avec votre corps, avec votre esprit, avec votre âme, avec tout, ouais. Avec tout. Et vibrez, faites vibrer, et voilà, et ne voyez pas que dans le vin que tu es une boisson alcoolisée. C'est avant tout, c'est quelque chose de... Et le vin, par rapport à toutes les autres boissons alcoolisées, enfin, je parle en Europe, parce qu'après, il y a d'autres pays où il y a d'autres moyens quand on boit de la bière ou des spiritueux, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Quand même, une dernière chose avant qu'on se quitte, si tu reprends ce petit Franck sur la plage de Juan-les-Pins, vivant avec ses grands-parents et cette grand-mère particulière, on va dire, si tu le regardes dans les yeux, tu le prends avec toi, est-ce qu'il est fier de ce que tu as fait de toi? Ah ouais, quand même, ouais, c'est pas mal. Comment tu le sens? Il est où aujourd'hui en toi? Comment il se manifeste? Il se manifeste beaucoup avec mon fils dans le jeu. Et j'ai gardé une grande âme d'enfant parce que d'abord j'adore jouer, j'adore la légèreté. Et je pense que mon TDAH, il me contraint à essentialiser les choses. Je me fatigue, quand tu as un TDAH, tu te fatigues vite. Donc il faut vraiment essentialiser les choses. Et ça m'invite à revenir dans cette innocence, voilà. Cette innocence, cette légèreté, et ce regard d'enfant. Et quand je goûte un vin, j'essaie de le goûter ou de le regarder comme un enfant. Tu découvres. Pas de lui faire boire de l'alcool à un enfant, c'est pas le sujet, mais d'avoir ce côté ingénu et de recommencer à chaque fois la même chose. Ouais, comme c'était la première fois. Comme c'était la première fois. À chaque fois, c'est la première fois. Ça, c'est le plus beau cadeau. Le premier jour du reste de ta vie. Et en fait, quand je fais ça, je vais chercher cette énergie-là. Voilà. Cette disponibilité. Ouais. C'est pas toujours disponible, mais j'essaie d'aller la chercher en tout cas. Ouais. C'est le lien que j'entretiens avec lui aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi. Merci. Merci, Emmanuel. Et longue vie à toutes tes dégustations et ta transmission. Longue vie au vin. Alors, mes chers complices de sensibilité, mes amis d'émotions partagées, c'est avec cet épisode que nous entamons la 2e année de Sensoscopie et je ne pouvais espérer plus bel éloge du goût pour trinquer avec vous. Franck nous a parlé de colère transformée en art, de vin qui devint poésie, de regards qui se posent sur le monde avec le cœur. Il nous a rappelé que nos émotions ne sont pas des ennemis mais des guides, que nos intuitions ne sont pas des caprices mais des langues à apprendre, que nos sensations ne sont pas des distractions mais des chemins. Alors levez vos verres bien haut à la vie qui se déguste comme un grand cru, à nos sens qui nous gardent en éveil et à cette année de rencontres et d'émotions qui s'ouvre devant nous.
à vos vers, à vos cœurs et à l'aventure qui continue. Merci pour votre écoute.